Il est l'un des architectes du MMA français moderne, derrière certaines des plus belles performances de l'année passée. Dans l'ombre de la cage, il pense, il structure, il ajuste et surtout il fait grandir. Que ce soit Delphine, Nassourdine et plus récemment BSD et maintenant Baki, il ne se contente pas d'entraîner les combattants, il l'aide à comprendre, à grandir, à évoluer, il leur crée une réelle identité. Coach, formateur, stratège, nous allons nous plonger dans la méthode Nicolas Hotz. Comprendre son parcours, ses convictions, son regard sur le MMA, sa vision d'un athlète, mais aussi sa vision pour le futur. Nicolas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Julien. C'est une très belle intro. J'ai l'impression d'être dans un épisode de 7 à 8. Tu sais, la petite voix off qui te berce là. C'est très plaisant. En fait, moi, j'aimerais commencer cette interview parce que finalement, on parle beaucoup de tes combattants dont tu t'occupes, on parle beaucoup des combats, de l'actualité, de tout ce que tu fais, mais on parle peu de toi à l'arrivée. Et j'aimerais bien qu'on commence un peu plus par toi, qu'on revienne sur ton parcours perso. Et la première question que moi j'aimerais te poser, c'est comment t'es venu ce goût du sport? Qu'est-ce qui a été ce déclencheur? Qu'est-ce qui est particulièrement sur les sports de combat? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie en fait, de franchir cette étape? Est-ce que c'était un contexte familial, un mentor, un événement? Raconte-nous un peu tout ça. Ah, tu sais, souvent, très souvent même dans les sports de combat, tu discutes avec les combattants et il y a ce truc du papa. C'est vraiment quelque chose qui revient, soit le papa présent, soit le papa absent, soit le papa passionné, soit le papa enseignant, mais très souvent il y a le papa dans l'histoire. Et pour le coup, moi aussi, il y a mon papa qui est dans cette histoire, qui est dans cette logique de un esprit sain dans un corps sain. Donc c'est toujours fait en sorte que ton corps soit sain et fait en sorte que ton esprit soit sain et cultivé. Et si on va au bout de cette histoire, c'est un peu marrant parce que Smart Fight, c'est un peu ça. Smart, c'est l'esprit, Fight, c'est le combat, mais le combat, c'est le combat physique, mais c'est le combat aussi que tu mènes au quotidien. Et donc, ouais, à la base, il y a un papa qui est passionné de boxe anglaise, qui n'est pas spécialement pratiquant. C'est-à-dire, lui, son truc, c'est juste, il a une petite routine. Il fait ses pompes, il a une barre, il fait un peu de biceps. Et tu sais, à l'époque, on a les portes avec le petit encart. Là, il y a tout un tout petit truc où tu peux gratter, mettre un peu tes doigts. Et tous les jours, il fait ses tractions là-dessus. Tu vois, il s'accroche dessus et fait sa dizaine de tractions dessus. Et il est passionné de boxe anglaise parce qu'on est dans les années 90, parce que c'est l'époque de Stallone, de Rocky, parce que c'est l'époque de la boxe anglaise, Canal+, Mike Tyson, on se lève la nuit, les grands combats de Tyson et tout. Et donc, on est dans cette époque. Et volonté de faire du sport, maman qui ne veut pas que je fasse de la boxe anglaise, mais qui n'est pas réticente à ce que je fasse des sports de combat. Donc, je commence par de la gym, je fais 2 ans de gym, puis ensuite, il y a un club de taekwondo en bas de la maison, et je m'inscris au taekwondo. Et tout de suite, j'ai une chance, c'est que les activités, alors, gros esprit martial, tu vois, chez mes parents, c'était très important que déjà, quand tu commences quelque chose, tu finis la chose. Donc, si tu es inscrit, tu ne vas pas aller de sport en sport. Tu es inscrit, il y a les 2 cours par semaine ou les 3 cours par semaine, tu vas les faire. Quoi qu'il arrive, c'est à toi d'adapter ton emploi du temps au cours qu'il y a et pas l'inverse. Donc, on apprend la discipline, on apprend le respect. Parce que c'est un art martial, il faut arriver, il faut saluer, il faut respecter le professeur, qu'on appelle maître. Il faut saluer avant, saluer après, il faut se taire pendant les explications. Il y a tout cet aspect de respect que finalement, qui avec les années s'est un peu perdu à l'école, mais qui existait beaucoup dans les sports de combat. Et à côté de ça, à côté de la pratique du taekwondo, juste à côté, il y a une salle de boxe thaï. Et je me souviens que quand mon père il vient me chercher le soir au taekwondo, parfois c'est mon père, parfois c'est ma mère, mais quand mon père il vient me chercher, on va regarder juste à côté ce qui se passe. Et ce qui se passe à côté, c'est la boxe thaï. Et la boxe thaï, c'est fascinant. Tu vois, t'as une salle, elle est remplie, il y a de la sueur, ça sent l'huile de la boxe thaï, il y a des PAO, les mecs ils se tuent, des gros middle, des gros coups de coude, des gros coups de genoux. Et déjà, on regarde ça avec cet aspect de fascination de ça, pour nous à l'époque, c'est l'art martial suprême, la boxe thaï. Mais sans pratiquer. Moi, je pratique le taekwondo. Et forcément, c'est un club qui est compétitif, donc on m'incite à faire de la compétition. Et donc à aller en compétition, à gagner parfois, à perdre parfois, à aller chercher le haut niveau, à aller chercher à progresser, à aller chercher à avancer, à chercher à comprendre. Et je pense que ce truc-là, en vrai, c'est les débuts pour moi de... J'étais pas doué. J'étais pas le plus nul, j'étais pas le plus fort. J'étais assez assidu. Alors,
C'était pas un rythme de fou non plus, hein. On faisait entre 2 et 3 cours par semaine. C'était pas un rythme de fou. Il y avait 2 cours dans la semaine, un cours le samedi. Mais j'étais assidu, j'étais sérieux, j'écoutais. Et j'avais déjà, comme j'étais pas le plus doué, j'avais cette volonté de comprendre comment progresser un peu plus vite pour gagner. Parce que j'ai toujours aimé gagner. J'ai toujours aimé, que ce soit à l'école ou que ce soit dans les sports de combat, j'ai toujours aimé être le premier, ou en tout cas être dans les premiers, chercher à être le meilleur. Et ouais, c'est le début de cette aventure et même la construction de cette aventure. Et toi, tu étais plutôt bagarreur étant enfant, du coup, à côté, ou c'était vraiment, parce qu'on reparlera un peu de ce parcours et de cette notion martiale, parce que justement, elle m'intéresse et j'aimerais rebondir dessus. Mais globalement, toi aussi à côté, est-ce que tu étais une tendance plutôt bagarreur ou plutôt cérébrale déjà? Tout petit, hein, école maternelle, beaucoup de bagarres, parce qu'on avait notre petite bande, on aimait ça. Primaire un peu moins, et collège beaucoup moins. Mais je vais te dire pourquoi aussi. Physiquement, j'étais à la traîne. C'est-à-dire que tu sais, on parle d'âge biologique. Et ton âge biologique, tu peux être dans la même classe de quelqu'un d'autre. Et en fait, toi, tu es à 2 ans de moins. Lui, il a 2 ans de plus. Et parfois, il a vraiment en plus 2 ans de plus. Parce que lui, il a redoublé 1 ou 2 fois. Et donc, physiquement, j'étais un peu frêle. C'est pour ça aussi que j'avais ce goût des sports de combat pour apprendre la technique et être capable de me défendre s'il y avait besoin de se défendre, être capable de combattre, tu vois, ne pas se laisser faire. Mais j'étais pas un grand bagarreur. Quelques histoires, quelques bagarres, bien évidemment, mais pas de grandes bagarres. Et du coup, tu nous parlais de cet esprit martial, ça semble te tenir à cœur, parce que familialement, en plus, il y a un ancrage de tout ça. Est-ce que tu le retrouves aussi un peu aujourd'hui dans ton environnement? L'aspect martial, il a été dilué, il a été édulcoré. Pour autant, le respect est là. Et le respect, c'est la valeur qui est importante. Ce qu'on constate chez beaucoup de champions, souvent d'ailleurs c'est ça qui est étonnant, c'est que le champion, souvent, il est beaucoup plus respectueux que le débutant. Mais ce qu'on constate chez beaucoup de champions, c'est justement ce respect, cette gratitude, ce merci, cette ponctualité, cette écoute. Parce que nous, on est dans des sports où on doit écouter le coach, on doit écouter la personne qui donne de son temps et qui prend de son temps pour nous aider à nous améliorer. Et j'ai la chance de travailler avec des athlètes qui sont des athlètes de très haut niveau, mais sur lequel le climat qu'on a instauré, enfin que j'ai instauré sur le tatami, c'est un climat à la fois très cool, très détendu, mais en même temps très dur et très dans le respect, très dur dans les exigences qui sont demandées. Et c'est pas parce qu'on est cool et que je suis gentil et que je suis sympa que je vais pas exiger de toi des performances très précises. Et ça, c'est très important pour la performance. On reviendra sur justement ces notions de valeur que tu essaies de transmettre, parce que c'est un sujet important. Donc moi, j'ai beaucoup relevé en écoutant les différentes interviews de tes athlètes, et sur justement cette valeur ajoutée que tu peux leur apporter. Mais un peu plus précisément, c'est quelque chose que tu essaies vraiment de leur inculquer dès le début, au-delà de la pratique purement sportive. Tu essaies aussi de leur expliquer un peu tout ça, ou ça se fait naturellement? C'est naturel. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est un bon cadre de travail. Ce bon cadre de travail, il passe par une hygiène de vie, il passe par un respect, il passe par une écoute, il passe par une ponctualité, il passe par une humilité qui est importante. Tu vois, quand Youssef Bouganem il vient sur le tatami, il vient avec son palmarès qui est inégalé en boxe thaï ou quasiment inégalé, mais il est à l'écoute. S'il n'est pas à l'écoute, on ne peut pas fonctionner ensemble. Et donc, il faut comprendre que lorsqu'on est dans un groupe d'élite, il n'y a pas beaucoup de place sur le tatami. L'attention du coach, elle est divisée entre le nombre de personnes. Donc, plus il y a de personnes, moins il y a d'attention. Donc, on ne peut pas être beaucoup. Et donc, il faut que chacun contribue à apporter au groupe et non pas à prendre pour soi. Et ça, c'est une des difficultés des sports de combat, c'est de comprendre que je dois être très égoïste parce que je dois penser à moi. Et en même temps, je dois être très altruiste parce que j'ai besoin de l'autre pour progresser. Et j'éduque mes athlètes là-dessus. C'est-à-dire, je leur dis, écoute, Benoît, ton sparring idéal pour ce camp, c'est Eli Makongo. Mais le sparring idéal pour Wissem, qu'affronte Jordan Zebo, donc qu'affronte un gaucher qui va lutter, c'est toi, Benoît. Je suis obligé de donner des rounds de Benoît à Wissem et des rounds de Eli à Benoît, alors que Eli, son sparring idéal à lui, c'est Jorik. Et donc, parfois, ça tombe bien. Parfois Wissem et Benoît, ça va être le bon profil parce que les deux, ils affrontent un adversaire qui est similaire à l'autre. Et ça, c'est parfait. Et parfois, ça tombe pas bien. Et on est tous en prépa au même moment. Et en vrai, chacun prépare quelqu'un d'autre.
Et je suis obligé de faire un arbitrage dans, eh ben, tu vas donner 2 tiers de round tu vas prendre 2 tiers de round à Wissem et tu vas lui donner 1 tiers de tes rounds parce que toi aussi, tu dois le faire travailler. Et cet arbitrage-là, il est très délicat, il est sur une ligne qui est très fine. Parce que tu dois jauger le besoin de chacun pour gagner le combat. Et peut-être que Wissem, il a beaucoup besoin de Benoît, ou peut-être qu'il n'a pas beaucoup besoin. Peut-être que Benoît, il peut beaucoup donner à Wissem, ou non, sur ce camp, il ne peut pas beaucoup donner à Wissem. Et on est sur cette ligne très fine. Ça, c'est typiquement l'individu versus le collectif. C'est Ouais. vraiment un sujet dans ton équipe sur lequel j'aimerais t'amener. Mais j'aimerais revenir à toi. Ouais. Parce qu'on va vraiment continuer sur toi. Aujourd'hui, tu as grandi justement dans le taekwondo. Après, tu as évolué sur la lutte, le grappling. Moi, je t'ai connu grappleur aussi. Et c'est ce qui nous avait rapprochés à l'époque. Et tu as appris aussi ce qu'était la compétition. Tu parlais de tes expériences en compétition, de gagner, de perdre. Et de ce côté un peu learning by doing de ça. Est-ce que ça te sert aujourd'hui? Et quel souhait t'en as tiré de l'époque? Ça me sert beaucoup. Ça me sert énormément parce que j'ai connu le fight en short notice. On t'appelle dans une semaine, il faut que tu combattes au BAMA. Et c'est l'opportunité de ta vie, tu as saisi ou tu as saisi pas. Parce que c'est le BAMA, c'est la plus grosse organisation européenne à l'époque. Donc tu le prends, et puis tu vas là-bas, et puis tu gagnes ou tu perds. Et puis ensuite, tu es pareil, rebelote. Un jour, on te dit tu vas combattre en Pologne à 66 kilos. Ah non! Finalement, tu vas combattre au Cage Warrior. OK, à 66 kilos. Ah, finalement, c'est pas 66, c'est 70. Donc, j'ai compris tout ça. J'ai compris comment tu te prépares, ce que c'est un training camp, comment tu combats, comment ça se passe la fight week, comment ça se passe le cutting, comment ça se passe quand tu combats, comment ça se passe l'après-combat, le retour à l'entraînement. Toutes ces sensations, c'est difficile quand même de les comprendre d'avoir l'empathie nécessaire pour les comprendre si tu les as pas vécues. Et si tu les as vécues, il y a des choses que tu sais et que tu peux dire aux athlètes. Tu peux dire, OK les gars, on est fatigués, je sais ce que vous ressentez. Tu peux dire, tu as une forme de crédibilité parce que moi je m'entraîne encore, tu vois, je tourne encore. Donc ça veut dire que si je te dis, quand tu es dans la garde de Nassourdine, je veux que tu fasses ça, 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 je te montre, je vais dans sa garde, je fais ça, ça, ça. Je sais comment il réagit, je sais ce que tu peux faire, et je sais, tu peux le faire. Tu peux pas me baratiner que non, tu peux pas le faire. Regarde, je te montre. OK, tu peux le faire. Donc maintenant, c'est à toi d'appliquer pour le faire. Et après, en parallèle de ça, je sais aussi sur quoi je suis moins fort. Et je sais, et ça, c'est fascinant. Tu vois, par exemple, là, je suis dans un cycle où j'ai envie de m'améliorer sur des points précis. J'ai envie de m'améliorer sur la boxe anglaise. J'ai envie de m'améliorer sur ma compréhension de la boxe anglaise, mais moi-même sur faire, pour encore une fois ressentir. Parce que je crois beaucoup au feedback du terrain. Tu vois, je pense qu'il faut aller sur le terrain, il faut faire, apprendre, refaire, apprendre, tirer des conclusions, refaire, etc. Donc, boxe anglaise, c'est un truc sur lequel j'ai envie de passer du temps. Le travail en dessous, en JJB, tu vois, le sweep de la garde papillon, qui est un sweep que j'aime pas parce que moi, j'utilise beaucoup l'octopus, j'utilise beaucoup le sweep à partir de la guillotine parce que c'est des trucs qui sont naturels pour moi. Mais pour mes athlètes, un sweep de la garde papillon, super intéressant. J'ai envie de le comprendre, de savoir le faire pour pouvoir l'expliquer. Voilà, des points très précis sur lesquels j'ai envie de progresser, pas que pour moi un petit peu, mais beaucoup pour pouvoir mieux transmettre. Et tu te sers de ton expérience en te disant cette expérience, elle m'a servi, je peux l'appliquer telle qu'elle, ou tu te sers aussi de ton expérience en te disant cette expérience, elle a vraiment été douloureuse pour moi, je veux éviter ça à mes athlètes. Tu cherches à t'inscrire dans une reproduction ou justement dans un écart complet en essayant d'améliorer justement le quotidien de tes athlètes? Non, honnêtement, je suis ni l'un ni l'autre. Je te donne un exemple simple. Ma spéciale, c'est la guillot. J'enseigne quasiment jamais la guillotine. Parce que la réalité, c'est que la guillotine, c'est une arme à double tranchant. Soit tu gagnes par la guillot, et quand tu l'aimes beaucoup, tu la tentes beaucoup, donc tu vas gagner par. Mais tu peux aussi perdre un combat au point sur la guillot parce que tu as tenté au mauvais moment, tu t'es retrouvé sur le dos, tu t'es retrouvé bloqué, etc. Et donc, si j'avais un combattant qui a cette énorme affinité pour la guillot, naturellement, il la prend, naturellement, il gagne des combats avec, et je peux l'aider à perfectionner sa guillot, on va le faire. Statistiquement parlant, on gagne beaucoup plus avec l'étranglement arrière en MMA qu'avec la guillotine. Et donc, j'enseigne, c'est même pas plus, j'enseigne tout le temps l'étranglement arrière et jamais la guillotine. Mais c'est circonstancé. Si demain, j'ai un Thomas Loubersan qui fait sa transition vers le MMA et qui a la guillot, on va retravailler sur la guillot. Et je vais comprendre où, on peut prendre l'exemple de Joël Alvarez. Joël Alvarez qui va affronter Benoît Saint-Denis, c'est un spécialiste de la guillot. Donc,
je crée des situations favorables à la Guillot pour aider Benoît Saint-Denis dans ces situations. Parce que je sais, OK, le point fort, Alvarez, il peut faire ça, ça, ça pour mettre la Guillot, mais je sais le point faible aussi. Quand il fait ça, il s'expose à certaines choses. Et donc, de manière circonstancée, j'utilise. Mais mon expérience, c'est une donnée parmi tant d'autres. Okay. Je suis vraiment dans un coaching centré sur l'athlète. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi au staff. C'est une mission qui n'est pas facile parce que, premièrement, on n'est pas seul. Il n'y a pas de head coach qui réussit tout seul. Donc, il faut être entouré. Et moi, j'ai choisi d'être entouré par des grands spécialistes. C'est-à-dire que les Mahmoudi en boxe thaï, c'est l'élite mondiale du striking. Luis Mariano en boxe anglaise, c'est l'élite mondiale de la boxe anglaise. Maxime François en lutte, c'est l'élite de la lutte. Et donc, je suis très bien entouré. Mais il faut que je fasse comprendre à chacun, il faut que je ménage les égos de chacun pour que tout le monde comprenne que quand je fais un choix, je ne fais jamais un choix en fonction des coachs, en fonction des sparring partners, je fais un choix en fonction de mon athlète et de ce qu'il a besoin au moment X, ce qu'il a besoin à ce moment-là. Et donc, j'ai des moments où je les sollicite beaucoup et j'ai des moments où je ne te sollicite pas parce qu'on est dans une phase de MMA et je n'ai pas forcément besoin de l'expertise très précise de la boxe thaï ou de la lutte ou du sol, ou etc., etc. Et justement, par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a un moment dans toute ta carrière précédente, personnelle, où tu t'es dit « Maintenant, j'ai plus envie de faire progresser les autres que moi performer ». Et il est temps pour moi peut-être de switcher, ou est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ou une réflexion qui s'est faite un soir où tu t'es dit « Ah, finalement, aujourd'hui, entraîner, coacher, c'est un truc où je prends plus de plaisir que moi-même à performer ». Alors déjà, moi, j'ai jamais pris plaisir particulier à faire du MMA. Je veux dire en combat. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, oui. En fait, moi, ce qui se passe, c'est que, comme tu dis, je fais du grappe. Et comme j'ai de l'expérience en taekwondo, j'ai fait quelques compètes de boxe française aussi, j'ai ce truc-là, je suis dans des clubs de MMA, et donc je tourne en MMA, et comme je suis vraiment pas mal, on me dit « Ah, il y a une compète, il faut que tu fasses la compète de pancrace ». Et donc je m'inscris à la compète et je gagne. Et donc on me dit « Il y a une autre compète, c'est dans 5 semaines, tu veux faire ?» Et je dis « Ouais ». Et je gagne. Et après, une autre compète de pancrace, et je gagne. Et à un moment, je me retrouve au Factory, et Lopez, il me dit « Ouais, il y a les championnats du monde amateur, tu devrais faire, je pense que tu peux gagner. » Et donc, je m'inscris, et je fais 3e. Et tu vois ce que je veux dire, mais j'avais pas le projet de faire des combats de MMA. Mais je me suis retrouvé dans un... Et par contre, quand j'ai fait les mondes, et que ça s'est pas mal passé, et qu'ensuite je suis passé pro, j'ai eu une phase, pendant 2 ans, où je me suis dit « Ok, on va aller franco là-dedans, on va y aller, on va progresser. » Mais déjà, je suis plus aussi jeune que... J'ai plus 20 ans. Je crois à l'époque, on parle de 2016. Tu vois, donc j'ai quasiment 30 ans. Tu vois, j'ai 29 ans, 30 ans. Je suis plus aussi jeune. Je suis déjà de plein pied dans le coaching. C'est-à-dire que je suis déjà préparateur physique au Krebs Île-de-France, formateur au Krebs Île-de-France, entraîneur au sein du MMA Factory. Donc, je suis déjà dans le coaching à plein pot. Et surtout, on est dans une époque où, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire que quand je combats au Cage Warrior, je prends 200 €. Quand je combats au Bama, je prends 200 ou 300 €. Et au-delà de ça, le pire, moi, ce qui m'a vraiment découragé à l'époque, c'est le temps d'attente pour avoir des combats. Alors, pourquoi il y a un tel temps d'attente? Il n'y a pas de combat en France. Donc, les combats, ils sont à l'étranger. Moi, je ne suis pas le top des 66 kilos de l'époque. Sur le tatami, dans les 66 kilos, il y a Teddy Violet. Il y a Taylor Lapillus qui est un 66 qui passe 61. Il y a Damien Lapillus qui avait les ceintures du cage. Il y a qui? Il y a Arnold Kero. Tu vois, il y a des tueurs à gages qui sont plus avancés, qui sont meilleurs que moi. Et donc forcément, quand il y a un combat, c'est avant tout les combats pour l'élite du club. Et donc finalement, quand tu combats, c'est très incertain. Ouais, Nico, il y a un combat dans 2 semaines, tu veux prendre? Ouais. Ah non, finalement, le gars, il veut pas. Il y a un combat dans 1 mois, tu veux? Ouais. Non, finalement, il veut pas. Et donc ce truc fait que tu t'entraînes beaucoup pour pas combattre. Il faut à la fois, pour performer à ce niveau, il faut s'entraîner, aller au bas mont, on va dire 8 fois par semaine, entre 8 et 10 fois. Sauf que tu t'entraînes entre 8 et 10 fois, tu peux pas faire grand-chose à côté et il n'y a pas de combat. Et donc ce truc-là, moi, me fait dire, progressivement, en fait, il n'y a pas de combat, tu sais quoi, je vais faire de l'argent, quoi, je vais travailler. Donc je vais coacher des gens, je vais améliorer ça, je vais progresser sur ce que je suis en train de faire au quotidien. Et donc petit à petit, le fait qu'il n'y ait pas de combat, le fait qu'il n'y ait pas de truc, fait que je me détache du truc.
Et mes 2 dernières compétitions, je les ai fait en grappe, de manière très cool, très zen. Tu vois, en fait, il n'y avait plus cette pression de je dois gagner, du coup, je ne suis pas stressé. Mon dernier combat de MMA, j'étais pas stressé, parce que je l'ai fait, j'ai combattu au Cage Warrior et j'ai combattu genre 3 semaines après dans une autre orga en Angleterre. Et en fait, c'était tellement resserré que j'ai pas eu le temps de stresser en fait. J'étais déjà rentré dans la cage 3 semaines avant. Donc ce jour-là, je rentre dans la cage, je suis cool, je tente une amenée au sol, ça foire, je vais sur le dos pour tenter une clé de talon. Le mec, il me met un crochet dans le nez. Et là, je dis, en fait, le mec, il veut me casser le nez. C'est possible, ça peut arriver dans ce combat, qu'il me casse le nez. Tu sais, t'oublies un moment dans le MMA. Et là, je me dis, wow, réveille-toi. Tu vois. Et là, je rentre dans l'énergie et le stress du combat. Et après 2 combats de grappling, un combat contre Mourad Ben Seguir, super combattant, 100% fight. On fait un super fight. C'est Hatch qui avait organisé ça. C'était pas 100% fight, c'était un truc à la soumission. J'arrive super zen, petite musique, machin. Je prends du plaisir à mort dans le truc. Et après, dernier combat, c'était au roll-up. Pareil, système à la soumission. Soit t'allais au bout et il n'y avait pas de gagnant, soit tu soumettais. Et j'affronte Mourad du NCU, qui venait de performer, il venait de faire champion de France, il avait été en Hollande, il avait fait champion de Hollande, je crois IBJJF, un truc comme ça. Il venait de performer, il était bien, tu vois, il avait le vent en poupe. J'affronte Mourad. Pareil, j'ai même pas le temps de préparer le combat parce que je prépare je me blesse avant, je prépare un combat, je prépare un séminaire pour la Russie et je prépare des athlètes. Et donc j'ai vraiment pas, je me dis je vais le préparer et en fait je le prépare pas. Et donc j'y vais juste avec de la stratégie. Et Mourad, il tombe dans le piège. Tu sais, je le nargue un peu, je l'embête un peu. Et au bout d'un moment, il tombe dans le piège et il me donne son coup. Et donc je le soumets en guillotine. Mais c'est vraiment un combat purement stratégique. Et je me dis, c'est cool. Parce que j'ai pris du plaisir, il y avait du spectacle. Et sous cette forme-là, tu vois, c'est les formes qui donnent envie de faire des retours, tu vois. Comme si tu fais un retour dans le MMA, tu reviens chez Ares. C'est beau, c'est une belle orga, donc tu as envie de faire ça, tu vois. Donc à la fois c'est cool, mais à la fois, je me dis c'est pas respectueux vis-à-vis de mon sport de venir et de combattre sans s'être entraîné. Et c'est pas respectueux et c'est pas comme ça que je veux faire les choses. Parce que, in fine, on sait ce qui se passe. Tu peux gagner quelques combats sans t'entraîner sérieusement, mais in fine, quand tu vas avoir un combat vraiment dur, tu vas le perdre et tu vas le perdre de peu et tu vas être déçu parce que tu as le droit de perdre un combat, mais tu n'as pas le droit de perdre un combat parce que tu t'es pas préparé. Et donc, c'est pas je décide d'arrêter, c'est juste il y a moins d'opportunités, il y a moins d'occasions. Et puis au fur et à mesure, on ne te propose plus, quoi, parce que toi, tu t'entraînes moins aussi parce qu'il y a moins d'occasions et donc on ne te propose plus. Et comme en plus, toi, tes opportunités, tes occasions dans le monde du coaching, dans la sphère de l'entraînement, elles augmentent, ton emploi du temps, tu vois, je sais plus c'est quoi l'expression, par rapport au vide. La nature a peur du vide. Voilà, la nature a peur du vide. Donc c'est vraiment ça, tu vois, le vide est comblé. Et rapidement, en fait, tu passes à autre chose, quoi. C'est pas un arrêt, c'est un switch. C'est ce qu'on disait. C'est un switch. Et c'est naturellement. C'est très linéaire, c'est un spectre en réalité. Non, mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. Nos disciplines, elles ne tombent pas du ciel et que si tu les respectes pas, un jour ou l'autre, elles te le rappelleront. Donc, il faut aussi que tu sois capable de le faire. Mais alors, du coup, ça me permet de rebondir encore là-dessus. Mais c'est du coup le coaching, l'encadrement, puisque ça s'est fait naturellement. Ouais. Moi, je sais que je l'ai vécu comme ça aussi. À un moment donné, tu te dis, ah ben en fait, c'est une évidence. Ouais. Mais toi, j'ai l'impression que c'est un truc que tu as toujours eu en toi. Ouais. Tu t'es dit, ça, je l'ai de toute façon. Et que tu l'as toujours senti, tu t'es toujours dit, moi, accompagner les autres, aider les autres, enseigner, parce que tu avais l'air de le dire sur le taekwondo aussi, parce que question de ce rapport au talent, j'ai remarqué que c'était un truc qui était très commun aux gens qui se pensaient, parce qu'après, il y a un retour à avoir là-dessus, moins talentueux, mais du coup plus travailleurs. Ouais. Et ce besoin de transmission et de rendre, il est très fort à ce moment-là. Comment toi, tu as perçu ça? À quel moment tu t'es dit, mais oui, moi, c'est naturel, je veux aider les autres? C'est mon cousin qui en parle le mieux. J'ai un cousin dans le sud, pareil, il faisait du taekwondo, super compétitif, super explosif, le bagarreur, tu vois, le mec. Et on a le même âge. Et on était à un dîner de famille, je sais pas, il y a 1 an ou 2. Et il me dit, mais tu te souviens, quand tu avais 14-15 ans, on faisait déjà ça. C'est-à-dire, je me rappelle, à l'époque, je suis tombé sur Karaté Bushido, l'édition préparation physique. Et à l'époque, c'était des articles de Christophe Cario. Et donc, j'avais lu les articles. En noir et blanc. Hein? Non, en noir et blanc. Ouais. Personne ne connaît cette période-là. Et j'avais lu les articles. Et j'avais ramené mon cousin et un groupe de potes. On avait été sur le stade. Et j'avais fait les séances de préparation physique qui étaient dans le truc. Et en fait, ouais, j'ai toujours
comme tu dis, l'aspect cérébral, j'ai toujours eu. J'ai toujours essayé de comprendre les choses. J'ai toujours eu cette curiosité de comprendre. Et dans cette curiosité de comprendre, il y a eu cette curiosité de j'ai compris, bah, j'ai envie de t'expliquer ce que j'ai compris. Parce que je me dis qu'en fait, je peux t'aider à gagner du temps. Et du coup, j'ai envie de t'aider. Et ce truc-là, je l'ai toujours eu. Et donc, c'est vrai que à 14-15 ans, je faisais ça déjà avec des potes. Je me souviens des premières cassettes de Basse Rutten que je vois. Tu vois, où il explique, ça c'est une clé de cheville, ça c'est machin. Et je me rappelle qu'avec des potes, on prend des gants, on va dans un parc et on essaye de faire tout ça. Et puis je me rappelle de quand je découvre la préparation physique et je commence à coacher des amis autour de moi et on fait des programmes ensemble, etc. Et en fait, ouais, ça a toujours été en moi de transmettre, d'apprendre et transmettre. Et après, il faut reconnaître quelque chose, c'est que quand... je pense que ça m'aurait pris du temps d'oser coacher les gens très très forts. Tu vois, le tatami du MMA Factory, par exemple, tu vois, Francis Ngannou, Thierry Soukoudjou, Carla Moussou, Michael Lebou, Taylor Lapillus, Damien Lapillus, etc., etc. Me placer en tant que coach sur un tatami comme ça m'aurait pris beaucoup de temps. Mais il s'avère que j'ai cette chance, c'est que je fais la formation. Donc moi, je suis diplômé du master en STAPS. Je reviens, je fais la formation BPGEPS. J'essaie de cumuler les deux formations sur l'aspect lutte et sur l'aspect sport de contact pour créer une sorte de BPGEPS MMA. Et sur un des formateurs que j'ai, c'est Fernand Lopez. Et quand il me voit en formation, il se dit « Putain, ce mec, il est bon, il a une bonne pédagogie. » Je le mets sur les cours amateurs. Ça se passe méga bien. Je sais pas, 2 mois après, il me dit « Quand je suis pas là, je veux que tu prennes en main le cours pro. » Et c'est comme ça que je me retrouve sur le tatami du cours pro. Avec la petite décharge d'adrénaline de « Oh, comment je vais faire ?» Mais comme d'habitude, cette décharge d'adrénaline, elle a l'avantage que tu prépares ton cours. Parce que tu as une responsabilité, donc tu prépares ton cours, donc tu étudies les vidéos, donc tu prépares pour lui. Et tu as une grosse exigence parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Tu sais, tu as le syndrome de l'imposteur, tu dis en fait, est-ce que c'est vraiment ma place? Et donc tu prépares beaucoup, et comme tu prépares beaucoup, tu fais du bon travail, et comme tu fais du bon travail, au fur et à mesure du temps, tu es accepté, tu prends confiance en toi, et donc tu peux te développer encore plus, et c'est un engrenage favorable. Mais effectivement, ça vient de l'envie de comprendre. Et en deuxième temps, comme j'ai compris, j'ai envie de t'expliquer. Je sais que tu as aussi fait une partie, tu as fait quelques stages à l'étranger, tu es parti Ouais. voir aussi ce qui se passait ailleurs. Ouais. Tu as suivi ton parcours donc ici. Est-ce que tu peux comparer ce que tu as vu à l'étranger, ce que tu as vu en France? Qu'est-ce que l'un et l'autre t'a apporté? Bien et sûr. comment tu peux en tirer le meilleur profit aujourd'hui? Je vais dissocier 3 choses. La formation STAPS, la phase à l'étranger, l'année et demie que j'ai passée à l'étranger, et puis la formation BPGEPS sur laquelle j'ai été formateur. STAPS, c'est intéressant pour ouvrir des portes. C'est-à-dire qu'on te lance sur des réflexions. On t'initie sur plein de sports et on te lance sur plein de réflexions. Le BPGEPS, c'était une progression qui est très rapide parce que ce dont on parle depuis le début, pour progresser, moi je pense que tu as besoin d'alterner le terrain, la théorie et la pratique, tout le temps. Et le BPGEPS, c'est vraiment ça, c'est théorie, pratique. C'est-à-dire que tu es ici dans la salle, tu ouvres la porte, c'est la salle de préparation physique, venez on va faire. Je vous ai expliqué la force, venez on va faire la force. Je vous ai expliqué l'explosivité, venez on va faire de l'explosivité. Plus, eux, ils sont alternants, donc 3 jours par semaine ou 4 jours par semaine, ils sont en salle de musculation face aux réelles problématiques. Plus, les enseignants de BPGEPS sont des professionnels, pas de l'enseignement, de la discipline qu'ils enseignent. C'est-à-dire que moi, je suis préparateur physique et j'enseigne la méthodologie de l'entraînement. Donc, ce que je t'enseigne, c'est mon métier. Je ne suis pas professeur de méthodologie d'entraînement, je suis préparateur physique. Et en second plan, je t'enseigne la méthodologie de l'entraînement. Donc, je crois fortement à ce lien entre la théorie et la pratique. Maintenant, les États-Unis, qu'est-ce qui est différent? Déjà, les moyens colossaux. Tu arrives à l'université, 50 000 étudiants. Le plus gros employeur de la ville, 25 000 employés. C'est beau, c'est magnifique. C'est-à-dire que les bâtiments, ils ont été créés sous l'architecture des Beaux-Arts. Donc c'est magnifique. C'est un lieu, c'est vraiment le lieu où tu te sens bien parce que c'est le cumul du travail du cerveau et du travail du corps. Parce que partout, tu as des bibliothèques anciennes, comme tu pourrais trouver dans des belles bibliothèques françaises. Anciennes, modernes, tu as tout,
où tu peux te poser à n'importe quel endroit. Tout est favorisé pour que tu puisses étudier n'importe quel endroit. Tes professeurs, c'est parmi les meilleurs au monde dans ce qu'ils font. Quand tu passes devant la tour de l'université, tous les jours, il y a marqué « Ce qui commence ici va changer le monde ». Donc, tous les jours, tu passes devant ce que je suis en train de faire, ça peut avoir une influence sur le monde. Le sport dans l'université, c'est un pilier. Tu as de quoi faire du sport partout. Tu as un stade dans l'université, le stade il fait 105 000 places, un des plus grands stades du monde. Donc tu es au contact de l'excellence. Et à la fois, on te donne la chance de briller, parce que c'est ça la mentalité américaine. Je crois en toi avant même que toi tu crois en toi, je crois en toi. À la fois, si tu me déçois, en 1 seconde, ciao, bye bye, tu peux partir. C'est-à-dire que j'ai cru en toi, mais si toi, tu ne crois pas assez en toi et tu ne me montres pas que j'ai raison de croire en toi, je ne vais pas te sauver. Et cette mentalité-là, très fort. Deuxième chose qu'on apprend, les cours aux États-Unis, tu ne fais pas beaucoup d'heures de cours. Tu as entre 9 et 12 heures de cours par semaine. Donc c'est très peu. Mais le travail, c'est un travail personnel. C'est-à-dire que on te donne moi, par exemple, en histoire du sport, j'avais un livre à lire par semaine, un livre de 300 pages. Et chaque semaine, j'avais un bilan du livre à faire d'une dizaine de pages sur le livre que j'avais lu. Donc ça, dans les 3-4 matières que tu as. Et quand tu viens en classe, tu viens parler du livre que tu as lu. Donc j'ai lu un livre de 300 pages, tout le monde l'a lu, on se réunit, on est 15, et on va parler de ce livre. Moi, je vais dire, ouais, moi j'ai vu ça, j'ai aimé ça. La professeure va dire, elle va nous inciter, oui, bah en fait, ce qu'il a voulu dire l'auteur là, voilà, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bah moi, je pense que ça. Et on t'incite au débat. Donc il n'y a pas une transmission du savoir qui est descendante, il y a une transmission du savoir qui est horizontale, dans laquelle il y a une discussion entre le professeur, qui est un petit peu ascendant quand même, parce qu'il a la connaissance, mais il mène le débat pour que chacun ait une réflexion. Et une discussion prof-élève et une discussion élève-élève. Et le savoir, tu l'acquiers en dehors des heures de cours. Et tu viens en classe pour tester ton savoir. Eh bien, j'ai envie de dire, moi, c'est ce que je dis souvent quand je donne des stages. Moi, je le fais déjà dans ma salle, mais je le dis quand je donne des stages. Je dis, les gars, vous parlez trop sur le tatami. Le tatami, il est fait pour faire parler le corps. Votre corps doit faire un maximum de répétitions sur le tatami. Vous devez répéter. Vous devez faire avec votre corps. Quand vous avez fini l'entraînement, si vous avez des questions, là, on peut en parler. Quand vous avez fini l'entraînement, vous pouvez aller voir des vidéos sur le sujet. Vous pouvez m'envoyer. Là, vous voulez faire un travail, vous voulez parler, vous voulez discuter, vous voulez vous intéresser, vous voulez vous plonger. Quand l'entraînement il est fini, va voir des vidéos, envoie-moi les vidéos. Dis-moi, ouais Nico, t'as vu tout à l'heure, je me suis retrouvé bloqué sur cette position-là, sur la position montée, j'étais bloqué. Comment je peux faire pour sortir? Parce que j'ai essayé cette sortie, mais m'a bloqué avec le bras. Comment je peux faire? Bah, t'as vu telle vidéo? Ouais. Bah, lui, il fait comme ça. Ouais, mais moi. Et là, on peut discuter. Le travail cérébral, fais-le en dehors du cours. Pendant le cours, fais un travail de répétition physique pour sentir une sensation. Nous, on travaille beaucoup le sasei, le sweep mouet. Et j'avais des élèves, ils arrivent, ils font 5 sasei. Nico, j'arrive pas à la sensation, je sais pas si c'est un mouvement pour... Tu l'as fait 5 fois. Fais-le 100 fois. Et au bout de 100 fois, on va commencer à parler, est-ce que c'est un mouvement pour toi ou pas? Et on va compter les répétitions. J'ai déjà fait ça, tu comptes. Et en fait, le mec, il se rend compte qu'il pense qu'il fait beaucoup. En fait, dans la séance, c'est un mouvement qui est nouveau, tu l'as fait 12 fois. Tu penses que tu peux maîtriser un mouvement que tu as fait 12 fois? Pas du tout. Et donc, j'accorde beaucoup d'importance sur la répétition et du coup aussi la répétition des mêmes cours. Parce que si mercredi, on fait autre chose qu'on a fait lundi, qu'on a fait autre chose qu'on a fait vendredi, on change trop. Donc non, on va refaire. On va devenir bon. Une fois qu'on sera bon, on va pouvoir progresser, passer à autre chose. Ça, c'est là que je rejoins et je reconnais l'éducation nord-américaine sur ton année et demie parce que c'est exactement ce qu'on enseigne tout le temps. On sait très bien, par exemple, qu'il est difficile de travailler parfaitement bien des deux côtés. Il y a très peu de profils ambidextres. Ouais. Et très souvent, ce que je finis par leur dire, c'est qu'il y a 2 méthodologies. Soit tu te flagelles et tu essaies d'être moyen partout, soit tu t'adoptes en fait pour avoir un très très bon côté et tu passes à autre chose sur le deuxième côté. Donc c'est exactement ça en fait. C'est une stratégie très nord-américaine, un mindset qui est vraiment très très lié à ça. Et moi je parle beaucoup de 2 bonnes options. Donc on parle de passage de garde là par exemple et tu as choisi de passer du côté gauche. Il y a une façon dont il va défendre du côté gauche.
tu anticipes cette façon, puisque tu vas passer du côté gauche. Tu sais qu'il va défendre de cette façon. À toi de trouver la solution annexe, c'est-à-dire, une fois qu'il défend là, il ouvre de ce côté-là, et là, je peux faire ça de l'autre côté. Et donc, c'est juste se proposer 2 bonnes solutions. On est au clinch. Tu mets une distance avec ta hanche, tu prends le coup de genou. Tu rapproches ta hanche, tu prends le sasei. Tu as 2 mauvaises solutions. Choisis ta mauvaise solution. Soit tu choisis la mauvaise solution du sasei, soit tu choisis la mauvaise solution du coup de genou. Et moi, je le sais, et j'ai travaillé les deux de pair. C'est tout. Sachant qu'en plus, aborder le sasai, c'est quand même, bon, c'est une discussion de spécialiste là pour le coup, Ouais. mais c'est un mouvement de deuxième intention, donc c'est très difficile de l'appliquer. Pour le répéter 12 fois, je te rejoins, ça sert à rien. Et tout à l'heure, tu rebondissais sur une citation, mais moi j'aimerais aussi t'amener sur autre chose. On a tous eu des mentors, des coachs qui nous ont inspirés, qui nous ont aidés, que ce soit pendant notre parcours universitaire, ensuite sur le tatami ou dans la cage, ou même de ce qu'on a pu en voir à côté. Toi, à qui tu te réfères? Quels ont été tes référents? Quels ont été ces mentors qui t'ont aidé à grandir et qui t'inspirent encore aujourd'hui? J'en ai eu beaucoup. Je dirais que mon premier, c'était mon professeur de taekwondo, Labib Lawari, qui était une personne exceptionnelle, très fort, très talentueux, 7 fois champion de France, vice-champion d'Europe, mais très humble et très modeste, avec cette discipline d'un esprit sain dans un corps sain. Et pas du tout le prof de taekwondo, pas du tout le prof comme on pouvait l'imaginer, tu sais, qui va crier tout le temps, qui va… parfois, il y a des profs qui insultent leurs élèves, etc. Pas du tout. Toujours un grand respect, une grande gentillesse, mais qui se faisait respecter par ses qualités, sa gentillesse. Et encore une fois, ce modèle de « je fais, donc je suis ». Donc c'est ma première personne informatrice sur le plan sportif. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, je suis reconnaissant de tout ce qu'il m'a apporté. Ensuite, j'ai eu Patrick Vallée, qui était… grand combattant de MMA, mais avant d'être un grand combattant de MMA, Patrick Vallée, c'était mon grand frère du taekwondo. Il avait 50 de plus que nous. On le suivait. Première fois que tu conduis une voiture, c'est avec Patrick Vallée. Première fois que tu vas dans une salle de sport, c'est avec Patrick Vallée. Première fois que tu vas dans une salle de MMA, c'est Patrick qui est passé au MMA et qui te montre le MMA. Première cassette de MMA, tu vois, c'était comme un grand frère spirituel, Patrick. Et c'est lui qui m'a amené au MMA. Donc, énorme reconnaissance pour ce monsieur. J'ai comme sectorisé mes mentors et des mentors physiques, mais j'ai aussi eu énormément de mentors au travers de livres, de podcasts, d'internet, etc. Donc je vais te citer quelques noms. Ginta Zilinskas, je vais te citer quelques noms de mentors physiques. Ginta Zilinskas sur la préparation physique, Fernand Lopez sur l'entraînement et la vision holistique du MMA, Ali, coach sur la création de séances et le mouvement de manière générale. J'ai beaucoup appris des frères Mahmoudi sur la boxe thaï. J'ai beaucoup appris de Maxime François sur la lutte. J'apprends en permanence de tous mes athlètes. J'apprends beaucoup de Nassourdine Imavov. En ce moment, je suis aux côtés de Baki, j'apprends avec Baki. J'ai beaucoup appris aux côtés d'Alexis Barbosa, de Yacine Bouganem, de Youssef. J'apprends auprès de mes athlètes. Et puis après, j'ai envie de parler de tous mes mentors lointains, mais qui m'ont au moins autant aidé que mes mentors proches. John Danaher, Joel Jamieson sur la préparation physique, Mike Israetel sur l'entraînement de manière générale et la préparation physique. J'ai envie de citer Naval sur des visions de vie, Thomas Sowell sur l'économie. Parce qu'on va dire, Nico, il parle d'économie, on parle de sport. Non, l'économie, c'est l'échange de ressources entre des personnes. Et la notion de ressources et de priorisation des ressources, c'est des choses qui sont très importantes. Des gens comme Jordan Peterson sur des visions, des gens comme Robert Sapolsky sur la biologie et l'application de la biologie et du stress à l'organisme. La réalité, c'est que des gens comme Henry Play, qui a écrit un livre qui s'appelle Chronique martiale, qui est un livre que j'ai lu quand j'avais 14-15 ans, qui est un livre qui est phénoménal, qui est plein de citations qui sont super intéressantes. Donc j'ai eu beaucoup de mentors que j'ai pas rencontrés, ou que parfois j'ai rencontrés, ou que parfois avec lesquels j'ai discuté des années plus tard. Israetel, c'est une personne avec qui j'ai discuté par exemple, mais certains avec qui j'ai pas discuté, mais en tout cas qui m'ont inspiré sur des domaines très précis et qui m'ont marqué. Top, bah écoute, de toute façon, que de grands noms, je vais pas te les renier, puis on a déjà eu l'occasion d'échanger sur certains en off, donc mais c'est vrai que John Danaher, c'est toujours une bonne référence là-dessus. John Danaher, très… Et John, j'ai été le rencontrer quand j'ai été faire ce tour aux États-Unis des années après, pendant le Covid. J'ai fait 3 mois aux États-Unis.
Et j'ai été rencontrer ces gens-là. Je voulais les rencontrer. J'étais au Performance Institute, j'ai été rencontrer John Danner, j'ai été rencontrer Eddie Bravo, j'ai été rencontrer Raphaël Cordero, le coach légendaire de la shootbox. J'ai été rencontrer Phil Darroux. J'étais à Exos, voir comment ils entraînaient les meilleurs athlètes de football américain. Et John, par exemple, j'ai retenu ce qu'on disait avant, je donne le cours, et en fait, je te laisse te débrouiller avec tes sensations motrices pour retrouver le bon geste. Je ne vais pas te coacher je vais pas te surcoacher. C'est John qui m'a... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est super intéressant, c'est que le coach débutant, souvent, il surcoach. Et il veut voir des choses. Il veut voir ce que... Il va venir à un cours d'un coach qui est un coach vétéran, et souvent, il va être surpris, même parfois déçu. Il va dire, mais en fait, ouais, il n'y a rien de fou, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Mais en fait, c'est dans ce qu'il n'a pas fait qu'il a fait. Dans tout ce qu'il n'a pas fait. Dans ce qu'il n'a pas dit, dans ce qu'il n'a pas fait, dans ce qu'il n'a pas coaché. En fait, dans tout ce qu'il a enlevé au fur et à mesure, comme un grand chef, au début, qui aurait mis un peu trop de sel, un peu trop de poivre, un peu trop d'épices. Et au fur et à mesure des années, il enlève un petit peu, pour trouver le juste milieu, la juste information, la juste dose pour que le plat il soit excellent. Et finalement, c'est souvent plus dur de ne pas surcoacher que de surcoacher et de devenir un supporter en fait. Et tu ne veux pas devenir un supporter de ton athlète. Tu veux lui donner la bonne information, la bonne indication, la bonne orientation. C'est très bien qu'on ait rebondi sur John Danner, parce que pour le coup, je n'avais pas prévu ça à t'en parler aujourd'hui, mais après tout, rebondissons dessus. John Danner dit récemment qu'il a fait une erreur fondamentale avec Gary Tonon. Ouais. Où il l'a trop drivé, trop, pas perverti, mais trop orienté, et il lui a enlevé sa substantielle qualité, qui était en fait à l'époque l'agressivité, l'accélération. Ouais. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais. Bah, c'est quelque chose sur lequel je suis tout le temps vigilant. C'est-à-dire que parfois, je me pose des questions. En fait, est-ce que cette approche très réfléchie, elle est bien pour cet athlète? Est-ce que John Danner, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait du succès avec des lourds, donc sur des systèmes avec des positions très fermes, très précises, très lourdes. Et en fait, sur un poids léger, et d'ailleurs, tu regardes l'équipe de Danner, ils sont très forts sur les lourds, ils sont beaucoup moins forts sur les légers. Ils ont du mal à performer à très haut niveau, même des élèves comme Oliver Taza qui sont avec Danner depuis très très longtemps. Il est très fort, mais contre un Mikan Galvao, il va tout le temps, il va manquer ce qu'il faut pour être décisif. Et c'est des jeux qui sont beaucoup plus en mouvement. Et donc, c'est forcément, peut-être qu'il aurait presque intérêt à partitionner son groupe. Mais ouais, j'essaie d'être vigilant et de savoir, en fait, je vais te donner un exemple concret et simple, peut-être qu'il va te parler. L'étude, et c'est pour ça que je fais ça. Hier, avant-hier, mercredi, on a fait l'analyse vidéo. Donc, je fais l'analyse vidéo de mon côté en chaque début de training camp. Mais j'aime bien ensuite revenir sur l'analyse vidéo que j'ai faite avec mes athlètes. Donc, on regarde ensemble des sparring d'entraînement et on regarde aussi des combats. Parce que l'athlète, il a un ressenti, etc., etc. Et moi, de manière générale, je suis quelqu'un qui, en MMA, ne favorise pas la position en croix. Parce que la croix en MMA, souvent, tu as des mecs qui sont très explosifs. Tu transpires. Si tu lâches le mec, il bouge et donc il peut s'échapper. Et si tu ne le lâches pas, tu ne mets pas de frappe et donc tu ne vas pas gagner les points. Mais il y a quelques cas dans lesquels la croix, la position en croix, la side control, elle peut être intéressante. Et on s'est rendu compte sur une analyse vidéo que dans un des combats que je prépare, c'est une position qui peut être intéressante, qui peut être avantageuse. Et donc, même si j'ai ce paradigme profond qui est d'un point de vue statistique, de manière générale, on gagne plus sur d'autres positions que celle-là, et je déconseille d'une manière générale, d'un point de vue très concret, sur ce combat et ce combat, cet adversaire, ça peut être intéressant de travailler le side control. Après, ça, c'est un long débat qu'on pourra avoir en off, mais sur le side control versus nord-sud versus montée avec les deux lignes, une ligne et tout le reste. Mais je pense que ça intéressera personne d'autre que nous deux. Donc, on va éviter de perdre tout le monde. Non, moi, avant de te faire parler de ton équipe, puisque tu as commencé à en parler, justement, j'aimerais un peu rentrer dans le détail de la méthode et on parlait de pervertir versus bonifier ces athlètes. Moi, j'aimerais juste te faire terminer cette première partie sur qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui en tant que coach? On a vu ton parcours, comment tu y es venu, ce que ça t'apporte. Ouais. Et maintenant, c'est quoi cette excitation du quotidien? Mon excitation du quotidien a toujours été la même, c'est améliorer la performance de quelqu'un. Et quand je prends quelqu'un qui a un niveau et qui devient meilleur qu'avant, j'ai une grande joie
à rendre quelqu'un meilleur que ce qu'il était. Mais vraiment, c'est... Et alors, j'ai une grande joie à le rendre meilleur. Et quand en plus, tu prédis ce qui va se passer et tout se passe comme tu avais prédit, et les techniques que tu as travaillées, les situations que tu as travaillées, tout ça, ça s'applique et ça te permet d'aller vers un chemin de victoire, c'est fascinant, quoi. C'est l'exécution dans un système qui est très complexe, qui est le MMA. C'est avoir réussi à simplifier le MMA pour l'appliquer en combat. Et ça, je trouve ça fascinant. C'est ce qui me fascine. Tu as quand même aujourd'hui des individus dans un collectif chez toi. Et ça, justement, je voudrais y venir. Mais j'aimerais que tu nous parles un peu individuellement des personnes avec qui tu travailles au quotidien. Tu as dit, par exemple, récemment, j'ai écouté une de tes interviews, on en a parlé en off, mais je me suis farci beaucoup d'heures de tes interviews, mais que Delphine, elle est bonne élève. Et justement, tu parlais du clinch et du sasai à ce moment-là. Exactement. En disant qu'elle avait cette capacité à appliquer de façon consciencieuse, rigoureuse les positions. Tu disais aussi de Nassourdine que c'était un véritable traitement de l'information, d'instinct, mais aussi de capacité à rebondir. Voilà. Tu as réussi à qualifier un peu chacun de tes athlètes. Ouais. On sait aussi qu'eux vont chercher des choses chez toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents membres que compose ton équipe et qu'est-ce que chez chacun d'entre eux, tu peux percevoir de l'extérieur et du coup, en quoi cet individu peut s'inscrire dans le collectif que tu veux monter? Delphine, si tu veux, elle a ce profil exceptionnel, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une étudiante. C'est-à-dire qu'elle étudie ce que tu dis, ensuite elle teste ce que tu dis, et puis ensuite elle essaye de l'appliquer au maximum. Et elle fait des applications, comme on dit en anglais, textbook, c'est-à-dire vraiment comme tu lui as appris des choses qu'elle fait. Et c'est un exemple de personne à entraîner qui est extrêmement jouissif, parce que tu vois en combat l'application parfaite de ce que tu vois, de ce que tu as travaillé, de ce que tu as préparé. Et donc, Delphine, elle est comme ça, elle est très... Après, ce qu'elle apporte au groupe, si c'est ta question... C'est aussi ça. Delphine, elle apporte une bonne humeur, c'est une locomotive. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va la battre sur la quantité de travail. Donc, moi, je veux des locomotives, tu vois. J'ai beaucoup travaillé avec Alexis Barbosa, avant la ceinture du One. Et Alexis, c'était la locomotive de la salle, tu vois. C'était l'exemple sur lequel tu peux te reposer. Kenji Grillon, champion du monde de karaté, qui faisait sa conversion vers le karaté combat. Pareil, c'était une locomotive, toujours là, toujours présent. Et dans une salle, tu as besoin de locomotives, tu as besoin de gens qui montrent l'exemple et qui disent, les gars, ça c'est l'exemple. Elle a été là à l'heure, elle a fini après tout le monde, elle a fait le shadow à la fin de la séance, elle a fait sa prépa physique, et tu as besoin d'exemples comme ça. Et Delphine, c'est un exemple. Très bien, de toute façon c'est très cohérent par rapport à tout ce qu'on recoupe la concernant et ça explique aussi son succès et ses différents combats. Et du coup, moi je voudrais revenir aussi sur la dimension de Nassourdine dont tu parlais, ce savant mélange entre traitement de l'information et instinct. Je reviendrai un peu plus tard sur le traitement de la data te concernant, mais justement Nassourdine, cette capacité à analyser, à traiter, à réagir, à comprendre rapidement les choses. Quand on parlait juste avant l'interview, c'était un truc qui revenait souvent. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, en fait, faut comprendre que Nassourdine et beaucoup de mecs de l'Est, ils ont ce truc d'apprentissage par le geste. Et d'ailleurs, tu le vois quand ils sont entre eux. Il y en a un qui va parler de quelque chose, il va demander à l'autre de lui faire ou de faire. Ils vont pas parler longtemps d'une technique, ils vont faire. Dire instantanément, ça va se lever, prends le single leg, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ah ok, la sensation elle est là. Ok, j'ai capté la sensation. Donc ils sont très là-dedans. Et Nassourdine, c'est quelqu'un qui a évolué énormément en faisant une tonne de sparring. Sa méthode d'entraînement, globalement, c'était sparring tous les jours. Et c'est quelqu'un qui n'aime pas trop le travail technique isolé. Et donc, cette tonne de sparring, elle a développé chez lui une compréhension des profils, de la distance, du timing, du rythme, qui est très très forte. Et donc, quand tu arrives à créer des thèmes sur lesquels tu lui proposes des bons choix, tu développes les bons choix, et que lui, il a compris, il a intégré ça, il a cette capacité de l'intégrer dans son jeu et de le superposer. Et ça, c'est parce qu'il a fait tellement de sparring avant que c'est comme si son ordinateur, c'est un ordinateur super puissant qui prend cette info et l'utilise au bon moment. Et ça, c'est de la magie, quoi. T'as très peu d'athlètes qui sont capables de faire ça, de circonstancer de manière très précise. En fait, Nassourdine, tu lui apprends une technique, le lundi, le mercredi, elle la teste au sol contre Thomas Louberson. Tu vois, c'est pas la phase normale où je dois la tester contre une ceinture bleue, puis une ceinture marron, puis une ceinture noire. Lui, il saute ces étapes-là. Il teste.
directement contre un mec qui est super chaud dans le domaine. Et dans tous les domaines où il va, il est capable de faire ça. Donc, mais inversement, il identifie vite les déchets. C'est-à-dire qu'il identifie vite ce qui, lui, ne va pas lui convenir. Il va tester, parce qu'il respecte le professeur. Il va tester 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Si vraiment il sent que ça ne lui convient pas, il va partir sur autre chose. Et c'est ça aussi l'intelligence d'un coach qui comprend le haut niveau, c'est de comprendre qu'il a ses techniques. Il a ses techniques qu'il utilise, il a ses techniques qui marchent contre le très haut niveau, comprend comment tu peux adapter ces techniques pour que le point faible de sa technique ne soit pas exploité, plutôt que de lui dire « écoute, on va recommencer à zéro », parce que tu ne vas pas recommencer à zéro avec lui. En fait, l'exemple que je donne, moi j'ai 2 garçons. J'en ai un qui adore être à l'intérieur. J'en ai un autre, il adore être à l'extérieur. Si tu ouvres la terrasse, Nathan, il sera à l'intérieur, Timothée sera à l'extérieur. Systématique. Je ne les ai pas éduqués à ce que Timothée soit à l'extérieur et Nathan il soit à l'intérieur. Si tu laisses un livre, Nathan il va être en train de lire, Timothée va être en train de bricoler. Ils sont comme ça, génétiquement ils sont comme ça. Quand tu prends un athlète de haut niveau, il faut comprendre qu'il a une incitation génétique à faire plutôt ça ou à faire plutôt ça. Tu peux aller contre son incitation génétique, tu vas perdre beaucoup de temps et ça ne va pas ressortir en combat. Ou tu peux aller pour, et tu dois avoir l'empathie de comprendre son style. Ok, Benoît, tu n'es pas Nassourdine Imavov. Benoît, Nassourdine, ce sont 2 profils totalement différents. Merci de la passe D. Hein. J'en demandais pas autant, j'allais te faire la transition naturellement, parce que Benoît, c'est le parfait exemple de ce que tu es en train de m'expliquer, plus la réflexion qu'on avait un peu précédemment sur John. Justement, la pervertir par rapport à Gareth Owen. Donc j'aimerais justement, fort de ces 2 expériences que tu as avec Nassourdine, l'expérience de tes enfants et cette expérience de John, parle-nous de l'intégration de Benoît, parce que c'est hyper questionnant pour nous. Benoît, c'est l'inverse de Nassourdine. Mais faut comprendre, en fait, c'est Benoît qui m'a dit ça. Tu sais, la première semaine où il est venu sur Paris, je lui ai fait faire plein de trucs. Tiens, viens, on va à la boxe. Tiens, viens, on va à la lutte. Fais ça, fais du MMA comme ça, contre la cage, au sol, machin, bidule. Et c'est comme si j'essayais de comprendre Benoît, tu vois. Là, t'es fort. Là, quand tu fais ça, t'échoues. Mais tu t'en rends pas compte. Là, quand tu fais ça, tu réussis et tu t'en rends compte, etc., etc. Et j'essaie comme si, mentalement, j'essaie de faire des stats avec ce que j'ai vu en combat, mais ce que je vois à la salle aussi. Et au bout d'un moment, je progresse, hein, mais je ne suis pas à 100%. Je suis peut-être à 50% de ma connaissance de Benoît, tu vois, ou 40%. Mais mon but, c'est de me rapprocher de « Ok, je peux te dire de manière sûre et certaine, quand tu fais ça, quand tu fais ce choix-là, on va gagner. Quand tu fais ce choix-là, on va prendre des coups, le combat il va être difficile. » Et donc, moi, mon but, c'est d'identifier le domaine sur lequel tu gagnes tout le temps. Delphine, quand elle prend le clinch tie, bonne chance. Quand elle prend une 3/4 monte, bonne chance. Par contre, il y a d'autres domaines sur lesquels, plus compliqué. Nassourdine, quand il fait du in and out, c'est très compliqué. Benoît, quand il va chercher la lutte et les positions, très compliqué. Donc, il faut comprendre les points sur lesquels tu brilles de manière exceptionnelle. Ça, c'est les points avec lesquels tu vas battre les plus forts du monde. Et après, il faut comprendre les points sur lesquels, sur cette phase-là, sur ce thème-là, c'est vraiment pas ton point fort. Et quand on te prend dans ce domaine, tu vas perdre plutôt le combat que tu vas le gagner. Et donc, comment on fait pour réduire ce point faible et comment on fait pour sublimer ton point fort? Et ça, c'est quelque chose que tu commences à avoir en main concernant Benoît après ces quelques semaines. Ouais. Tu parlais de 40%, de 50%. Ouais. Et du coup, on sait que Benoît, il l'a beaucoup dit dans ses interviews, il t'a rejoint aussi pour une question de valeur. Ouais. Le rapport à l'humain, on sent que c'est quelque chose qui est très ancré chez lui, très important. Donc déjà, on partait par un a priori favorable, vous vous connaissiez peut-être déjà un peu. Et du coup, comment tu te sens de cette compréhension de Benoît? Comment il s'intègre à ton groupe? Tu parlais de lui faire des sparring avec un tel. C'est dur, hein. Tu sais ce que je lui ai demandé à Benoît? C'est super dur. C'est-à-dire que tu es un grand champion, tu es très fort. Tu as été combattre le numéro 2 de la KT. Tu as fait un fight de malade mental contre Dustin Poirier. Et là, tu changes d'environnement, tu changes de coach. Je te demande de venir à Paris alors que tu habites à Bayonne. Je te demande de venir dans des salles dans lesquelles, oui, tu connais le Mamoudi, mais tu n'es pas familier avec tout le monde. On change régulièrement d'environnement.
tu vas à la lutte, à Créteil, tu vas au Mamoudi pour le pied-point, tu vas au Venom avec plein d'entraînements, je te fais tourner avec Baki, je te fais tourner avec Nassourdine, je te fais des entraînements sur lesquels il n'y a pas de round de repos. Tu vois, il faut comprendre, l'avantage d'un tatami comme j'ai, c'est que je peux voir tes points faibles, mais l'inconvénient, c'est que tous les rounds sont durs. Et donc la fatigue cumulée sur tous les rounds sont durs, sur 6 entraînements d'affilée, je te demande. Et en plus, moi, je suis exigeant avec toi. Parce que je mets le doigt là où c'est fait mal. C'est-à-dire que ça, tu n'y arrives pas. Toi, tu as l'illusion parce que ton MMA il fonctionne. Tu dis, bah ouais, mais regarde, j'ai réussi à m'en tirer. Et moi, je te dis non. Parce qu'à haut niveau, dans une situation de fatigue, je ne sais pas si ça ne nous coûte pas le combat. Et donc, ça, je ne veux pas. Et toi, tu vas me dire, ouais, mais j'ai gagné quand même le round. Je m'en fous. Moi, je veux savoir si cette situation-là, tu l'as gagnée. Et donc, je lui demande quelque chose de très dur et il accepte de faire ça avec beaucoup d'humilité et beaucoup de courage et beaucoup de patience. Et du coup, pour rebondir encore une fois sur la notion de intégrer des nouvelles personnes, comprendre leur évolution, tout ça, plus récemment, Baki a rejoint aussi l'équipe. Et Baki, c'est encore une situation totalement différente parce que tu es sur une pente ascendante avec Delphine et Nassourdine, tu es sur une reprise par rapport à Benoît. Là, Baki, c'est quelqu'un qui a eu un coup d'arrêt, malheureusement pour lui. Comment tu gères cette intégration? On sait qu'il t'a rejoint, il l'a aussi beaucoup dit, parce qu'au sein de ta team, il y a des profils qui lui correspondaient en termes de gabarit, mais aussi parce qu'il te connaissait d'avant de la factory et que il voulait travailler avec toi. Comment se passe cette intégration avec lui? Et encore une fois, on parle toujours d'esprit d'équipe. Comment ça se passe avec l'équipe à côté? Premièrement, c'est que Baki, c'est quelqu'un de très sociable. Donc, il n'a vraiment pas de souci à s'intégrer. Finalement, il y a beaucoup de partenaires d'entraînement qu'il connaît déjà, que ce soit Nassourdine Imavov, que ce soit Wissem Markmouche, que ce soit Eli. En fait, la réalité, c'est que Baki, quand il est venu à Paris, il est passé au Mamoudi. Ensuite, même quand il était au MMA Factory, il passait une fois de temps en temps, sparer avec nous, faire des cours à thème, etc., etc. Donc, il connaît l'équipe du Mamoudi. Il connaît les anciens du Factory tels que Wissem Markmouche, tels que Nassourdine Imavov. Et il ne connaît pas Benoît, mais il a très vite accroché avec Benoît et puis il se retrouve sur des valeurs. La volonté d'apprentissage, le respect du coach, le respect du cadre d'entraînement, la volonté de travailler. Et donc, Baki s'est super bien intégré au groupe. Et Baki, c'est le profil typique des combattants caucasiens, tu vois, très à l'écoute du coach, très respectueux, très travailleur. C'est un plaisir de travailler avec lui. Tu disais récemment que finalement, bon an, mal an, sans le vouloir, tu t'es retrouvé avec une équipe qui est plus spécialisée sur des poids mi-lourds et lourds que sur des poids légers. Tu es toi-même un poids léger, c'est pas trop frustrant? C'est pas du tout frustrant. mais tu vois, là où j'ai pris cette mauvaise habitude de rentrer en sparring parce que finalement, il y a besoin et je suis coach et d'un seul coup, je mets les gants et je suis dans le sparring, je peux pas faire ça. Tu vois, je peux pas rentrer en sparring avec Eli, je peux pas rentrer en sparring avec Baki, je peux pas rentrer en sparring avec Nassour. Tu vois, la différence de poids et de niveau technique fait que c'est compliqué. Sur des thèmes, on peut montrer des choses, mais tu sais, ce qui est important en tant que coach, c'est être capable d'exécuter ce que tu montres, ce dont tu parles, et d'avoir la bonne sensation d'exécution. C'est-à-dire que parfois, tu vois, c'est sur des phases au sol. Qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à te retenir au sol? Tu vois, on faisait un thème qui est le front headlock, tu vois, le contrôle de tête-bras. Et donc, on partait du front headlock pour tasser et passer dans le dos. Et donc, Benoît, il faisait ça sur Baki. Et Benoît, il fait bien techniquement, mais il n'arrive pas à faire. Et j'ai la chance, j'ai Maxime François qui est avec moi. Je dis, Max, essaye s'il te plaît. Max, il essaye, lui non plus, il n'arrive pas. Bon, ça nous rassure. On sait que Baki, il est super bon à défendre le truc. Et ce n'est pas Benoît qui a un souci pour passer à partir de cette position. Et donc, on a des outils de comparaison qui nous permettent de tester ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Et après, avoir un groupe homogène, non, au contraire, c'est profitable parce que ça permet à tout le monde de pouvoir tourner ensemble et donc de pouvoir progresser. Donc, c'est très profitable d'avoir une team réunie autour de ce poids-là. Alors, on parle beaucoup de team et de groupe, mais on sait aussi que ce sont des athlètes qui ont besoin d'une certaine forme de travail individuel. Ouais. Comment tu gères le rapport du collectif à l'individualisation dans l'entraînement des athlètes de haut niveau? Ouais, en fait, donc on a déjà, premièrement, je ne veux pas que mon groupe il soit trop gros. Premièrement. S'il est trop gros, ça va devenir très vite trop compliqué de faire du travail de qualité. Et donc,
fatalement, ça va devenir beaucoup moins intéressant. Donc moi, ce que je veux, c'est continuer à travailler avec un groupe qui est très restreint. Je pense que 20 personnes maximum, c'est bien. Qui est très restreint, mais qui est très haut niveau. C'est-à-dire qu'on peut faire monter le niveau du tatami, on ne peut pas faire monter le nombre de pratiquants sur le tatami. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ce travail collectif, il est séparé d'un travail individuel. Donc en phase de camp d'entraînement, on a le travail collectif le matin et l'après-midi, on a un travail très individualisé sur lequel on est entre 2 et 4. Et donc ça me permet, moi, d'avoir un œil très très précis sur ce qui se passe et donc d'apporter des rectifications qui sont très importantes. Et après, même sur le groupe collectif, il y a des gens qui préparent des combats, il y a des gens qui ne préparent pas de combats. Et les gens qui ne préparent pas de combat sont à la merci, sont là pour aider ceux qui préparent des combats. Et donc, en l'occurrence, là, j'ai 5 combats. Les 5 personnes sur lesquelles j'ai un regard porté, précis, sont les 5 personnes qui préparent des combats. Et donc, finalement, même si j'ai un groupe de 20 personnes, tout le monde est conscient que là, ce n'est pas à mon tour, parce que moi, je ne prépare pas de combat. Mon combat est passé. Moi, je suis au service de l'équipe. Et ensuite, quand moi, je vais préparer un combat, l'équipe sera à mon service. Et donc, comprendre cette chose-là, ça permet beaucoup d'avancer, mais ça ne peut fonctionner que si tu as des individus qui comprennent le collectif. C'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent de nos disciplines, ça fait partie des disciplines les plus collectives parmi les sports individuels. C'est ça. Tu ne peux pas t'entraîner seul, le Covid nous l'a bien montré à l'époque et on le sait très bien. Et pour le coup, c'est important. Alors du coup, moi, j'aimerais juste finir sur la partie de ton équipe, sur une question, c'est, tu as des styles différents, tu as des gabarits, bon, même s'ils se rapprochent peu ou prou, mais finalement, si on compare Delphine et Baki, il y a des gabarits différents quand même. Mais au fond, c'est un état d'esprit, et on parlait de valeur tout à l'heure, mais en une phrase, ça serait quoi l'esprit Nicolas Haute à travers ça? Le travail. Je pense que c'est le travail, mais pas le… Tu vois, Smart Fight, encore une fois, c'est ça. C'est le travail, mais le travail réfléchi pour l'optimiser. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que c'est l'erreur qui est la plus faite. C'est soit celui qui travaille, mais que le travail, que le travail, que le travail. Il oublie que non, c'est bien de faire des kilomètres, mais faire des kilomètres dans la bonne direction, c'est mieux que de faire des… Et il y a celui qui fait que de réfléchir, et il oublie que tu veux apprendre à nager, il faut que tu mettes tes pieds dans l'eau. Et donc, c'est toujours cette alternance de réflexion et de travail. Le travail oriente la réflexion et la réflexion oriente le travail. Et donc, on fait, on tire des conclusions, on refait, on tire des conclusions, on refait, on refait, on refait. Sans le travail, on ne peut rien faire. Sans la réflexion, on peut faire, mais on perd beaucoup de temps parce qu'on n'est pas directif, on ne sait pas où on va. Tu compiles de l'expérience par empirisme, en fait, à l'arrivée. Exactement. Alors justement, ça me permet de rebondir sur ma troisième partie, parce que je t'ai souvent entendu parler de data. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que moi aussi, je travaille beaucoup, notamment en jiu-jitsu, en grappling, et sur les athlètes que je prépare, même en MMA, sur la data. Parce que je pense que c'est des notions qui sont sous-exploitées très souvent, et même si le MMA, c'est pas des maths, il faut se méfier des statistiques, il y a quand même des notions qui sont très fortes. Et donc, cette relation en fait, à la data, quelle place elle occupe aujourd'hui dans ta méthodologie ? Écoute, cette relation à la data, c'est aussi une relation au retour, au feedback. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est progresser. Plus j'ai d'outils de progression, plus j'ai de retours d'expérience qui me permettent d'ajuster, et plus je vais progresser rapidement. Je vais prendre 2 extrêmes. Le premier extrême, c'est on ne monitore rien, on ne surveille rien, on ne prend pas de data, on n'a rien. On fait notre camp d'entraînement, il y a le combat. Le combat, on a une vidéo, on a un résultat. Quand on sort du combat, on va regarder ta vidéo, on va regarder ton combat. Il y a eu un cycle, il y a eu 6 semaines, 8 semaines. On a travaillé un peu à l'aveugle, enfin juste avec la vision. Et puis à la fin des 8 semaines, on fait un point avec le combat. Et ok, on a des ajustements, mais toutes les 8 semaines. On a une autre façon de faire, c'est le retour très rapide, très fréquent. Je filme ta session d'entraînement. À la fin de la session d'entraînement, je regarde ta session d'entraînement. Je peux faire un retour sur ta session d'aujourd'hui. Ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de moins bien, ce que tu as fait de mal, ce que machin. Je peux faire en sorte que le cours de demain, il soit adapté à ce que tu as fait aujourd'hui. Donc on fait du micro-management, on fait de la micro-planification pour avoir une progression, un retour quotidien, une progression quotidienne. Et ça, je peux le faire sur la vidéo, l'analyse vidéo, donc le technico-tactique. Je peux le faire sur l'analyse du cardio-fréquence-mètre, par exemple. À quel point ton cœur est monté, à quel point il est descendu, quel est ton état de forme, la VFC, ton état de forme ce matin, etc. Je peux le faire sur la préparation physique, quel est ton niveau de force. Je peux le faire sur
le vélo, combien tu dégages de watts, etc. etc. Et en fait, je veux pas de la data pour avoir de la data, je veux de la data pour guider mon entraînement quotidien. Et donc, d'un point de vue local, j'ai cette data. Et puis, d'un point de vue global, j'allais regarder le bouquin de l'UFC. OK, à haut niveau, la VO2 max moyenne des athlètes qui font entre 52 et 57 kilos chez les féminines, elle est de ta. On a de la chance, on a un sport qui est axé dans la science. Et donc, on a l'UFC Performance Institute qui a fait un bouquin qui dit concrètement le pourcentage de soumission au sol depuis le dos, il est de, je sais pas, 5%. OK. Est-ce qu'on va passer 95% de notre temps à faire un truc qui est 5% valable en combat? Peut-être pas. Quel est l'étranglement le plus fait? RNC. OK. Étranglement arrière. On va beaucoup le travailler. Attaque, défense. Parce que si on finit beaucoup sur le RNC, l'étranglement arrière, je peux moi gagner sur l'étranglement, mais je peux moi perdre sur l'étranglement arrière. Donc il faut que je travaille en attaque, il faut que je travaille en défense. Et donc, on a la data en chiffres, qui est donnée par exemple par le bouquin de l'UFCPI, Performance Institute, mais aussi on a la data en termes de, je vais aller regarder Merab contre Oumar, je vais regarder ce que ça donne. Ah ouais, ok. Je vais étudier le combat. Il attaque sur single leg. Quand il attaque sur single leg, il fait quoi? Il fait une attaque de poing simultanée. Ok, à haut niveau de lutte, comme ça, des attaques qui fonctionnent, c'est ce type d'attaque. Il a attaqué au bout de 30 secondes. Donc, il faut aller regarder le haut niveau pour comprendre ce qui se fait de mieux et comprendre comment je peux emmener mes gens, mes personnes, mes combattants, mes athlètes vers le haut niveau. Et du coup, si je rebondis sur ça, sur cette data, ça ressemble à quoi un profil Team Nicolas Hotz en termes justement de data et autres? Est-ce qu'il y a un archétype d'un profil sur lequel tu t'orientes? Plutôt athlétique, moins athlétique, plutôt ci, plutôt ça. Enfin, on est tous des athlètes, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a, tu cibles particulièrement quelque chose? Non, même pas, parce que regarde, Nassourdine Imavov, la vitesse. Je dirais Baki, il a la vitesse, mais c'est une vitesse explosive, tu vois, avec beaucoup de force. Jorik, l'explosivité aussi. Delphine Benoît, l'endurance. Benoît Saint-Denis, l'endurance de force. Donc tu vois, en termes de qualité athlétique, en termes de... alors, on a des très bons strikers. Globalement dans l'équipe, c'est quand même une équipe avec un gros penchant pour le striking. On a des gros strikers, mais de manière générale, qui ont un bon grappling d'au-dessus. Très bon grappling d'au-dessus. Qui ont un grappling d'en dessous qui est un peu moins bien que le grappling d'en dessous, d'au-dessus. Donc, tu as des petites tendances comme ça. On a des petites spéciales que pas tout le monde passe, mais qu'on est pas mal à passer parce qu'on a passé beaucoup de temps dessus. Donc, on a des points forts, mais on n'a pas un archétype. Mais on a des points forts, on a des méthodes de travailler, je ne veux pas tout dire. C'est sûr. Je ne veux pas qu'on identifie tout, mais oui, on a des points sur lesquels on aime bien travailler. Mais tu ne peux pas identifier et dire eux, c'est que du in and out, par exemple. Ou eux, c'est que des lutteurs grappleurs. Non, il y a de tout. Et du coup, toute cette collecte de data et ce travail que tu fais spécifiquement sur ces informations, que ça soit aussi bien personnalisé que global, comment tu l'apportes à chacun? Par quel biais en fait tu leur adoptes? Est-ce que, je vais même rebondir sur un cas plus concret, en quoi, et on l'a entendu dans différentes interviews, ça t'aide par rapport au commute de Benoît? Le fait qu'il soit un peu... Bah, j'ai les vidéos. Donc, je regarde les vidéos, j'envoie les vidéos. Voilà les gars ce qui s'est passé, J'envoie mon retour, mon analyse vidéo. Les coachs là-bas, ils peuvent se faire leur avis aussi. Inversement, quand eux, ils font les sparring, Christophe, il m'envoie la vidéo du sparring. Il me dit, voilà ce que j'ai pensé du sparring. Moi, je regarde le sparring, ensuite je lis ce qu'il a pensé du sparring, ensuite je dis, moi, ce que j'ai pensé du sparring. Donc, on a des feedbacks permanents. C'est un des plus grands trucs que je voulais mettre en place avec Benoît, c'est je trouvais qu'il n'y avait pas assez de retours rapides sur ce qu'il fait et comment ça progresse et comment... Et il n'y avait pas d'uniformisation du travail. Il y avait un peu chacun fait de son côté, mais sans savoir la direction finale de ce qu'on veut faire. Et je pense qu'on a réussi à faire un bon travail là-dessus, sur uniformiser pour progresser plus rapidement. Maintenant, il faut comprendre, c'est complexe. Hein. Tu vois, c'est-à-dire que même tu l'as dit, même tu l'as fait, eh ben, il faut insister dessus pour que le message y passe dans les faits, dans l'application des faits. Tu vois. Et parfois, avec Benoît, on a des petits quiproquos où je dis, bah non, moi je voulais ça. Il me dit, ah bon, toi là-dessus, ça te dérange? Et je dis, c'est pas ça me dérange.
S'il reste 1 minute, oui. S'il nous reste 4 minutes, non. Tu vois, donc ça prend du temps. Automatiser de nouvelles façons de travailler, ça prend du temps. En même temps, c'est vrai que la data, ça te permet de rester factuel sur beaucoup de facteurs. Pour le coup, c'est des facteurs qui sont purement objectifs, sur lesquels ils sont incontestables. Mais alors, moi qui peux avoir cette fâcheuse tendance, on parlait de Danner, on peut discuter de ça avec d'autres coachs récemment, c'est qu'on peut avoir tendance, quand on travaille beaucoup de façon intellectualisée et dans la data, à perdre un peu le côté humain. Comment tu balances ça, toi? Comment tu équilibres ça pour être sûr de jamais perdre les deux valeurs? De quelle façon tu perds le côté humain? Tu pourrais te baser uniquement sur du chiffre, sur du factuel, au détriment du ressenti. Non, le ressenti, il est très… Moi, je suis comme… moi, je suis un homme de terrain qui aime la science. Je ne suis pas un scientifique qui aime le terrain. Je suis un homme de terrain qui aime être aidé par la science pour faire le… Tu sais, c'est une phrase que je dis souvent aux jeunes préparateurs physiques. Tu sais, j'ai été formateur, mais j'ai eu beaucoup de stagiaires aussi. Et mes stagiaires, parfois, ils venaient et puis ils voyaient un entraîneur un peu à l'ancienne. Et tu vois, ils pouvaient glousser un peu de leur côté ou tu vois, s'enorgueillir en mode ah ouais, il connaît même pas les mitochondries, il connaît même pas l'acide lactique, il connaît même pas qu'on dit plus l'acide lactique, mais qu'on parle de lactate ou non, on parle de l'ion H+, etc. Et je disais, n'oublie pas que lui, il connaît pas ça, mais lui, il a formé des champions du monde. Toi, tu connais le système physiologique, mais pour l'instant, tu as formé 0 champion du monde. Et c'est pas dit que tu en formeras un seul un jour. Lui, il a formé de multiples champions du monde. Donc, avec ses connaissances, il est capable d'arriver concrètement à un résultat qui est très élevé. Pour l'instant, avec tes connaissances, tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui pense que la science doit aider le terrain. Donc, je n'ai pas peur de perdre le terrain parce que je m'aide de ça. Par contre, quand on a une discussion, toi, tu penses que aller saisir la guillotine, c'est une bonne solution. Moi, j'ai 10 vidéos de toi, j'ai 10 actions où tu vas chercher la guillotine. Sur ces 10 fois où tu vas chercher la guillotine, il y a une seule fois où tu soumets. Est-ce qu'on va continuer à discuter du fait que ta guillotine n'est pas efficace? Ouais, mais je t'assure, Nico, j'étais à 2 doigts. Est-ce que tu as soumis avec la guillotine? Si tu me montres que tu soumets, on la garde dans notre répertoire. Si tu me montres que 100% du temps, tu ne la soumets pas, enfin, on enlève. Moi, j'ai constaté que je ne t'ai pas dit c'est une bonne technique, c'est une mauvaise technique. Je t'ai mis dans une situation, tu as pris la guillotine, tu n'as pas terminé la guillotine, ça fait 10 fois que ça arrive, fin du jeu. Dustin Poirier. C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec Dustin récemment? Parce que pour le coup, ça vaudrait le coup. Tu vois, il y a de quoi péter un plomb, tu vois. Tous ces combats, il a 0 soumission en guillotine. Et il tente tout. Donc, si il a quelque chose… Mais il y a un moment, il faut lui montrer les vidéos. Viens, on s'assoit. Quand est-ce que tu as terminé la guillotine? Jamais. Est-ce qu'on peut abandonner cet outil? Et donc, ensuite, il faut faire accepter à son corps qu'il prend la guillotine parce qu'il n'a pas d'outil de défense contre la cage. Et donc, il faut qu'il travaille ses outils de défense pour ne pas prendre la guillotine. Et donc ça, c'est un autre travail. Ça, on en revient à ça au purement factuel après. Purement factuel. Et tu vois, tu crées des situations. Dustin, tu te mets contre la cage, tu dois défendre, tu n'as pas le droit de prendre la guillotine. Enfin, là, on va voir dans ce contexte comment tu fais. Et on va voir qu'en fait, tu prends la guillotine parce que tu ne sais pas défendre autrement. Je voudrais t'amener sur une dernière partie, parce que bien évidemment, on ne va pas te faire digresser sur un game plan potentiel ou autre. Ni toi ni moi, on a envie d'y répondre aujourd'hui. Mais par contre, j'aimerais bien qu'on discute de maintenant. Voilà. Aujourd'hui, tu as monté une belle équipe. Tu as eu tout ce parcours qui t'a amené à avoir tous ces succès en 2024. On est sur une année 2025 qui promet d'être décisive pour toi, avec énormément de challenges sur tes différents athlètes. Parle-nous un peu de 2025 pour ta team. Qu'est-ce que tu attends cette année, que ce soit pour Delphine, pour Nassourdine? C'est quoi? C'est une ceinture à l'ARES ou un tremplin vers l'UFC pour Delphine? Commençons par Delphine, tiens. Delphine, elle combat à Arès. Elle fait son combat de retour contre Simplicio. Simplicio, qui est une athlète qui est classée mondialement… je ne me rappelle plus le score exactement, mais peut-être 50e, 60e, 70e mondial. Donc c'est un beau classement mondial. Notre but, c'est de remonter dans le classement Fight Matrix. Prendre une victoire, un finish si possible, et remonter dans le classement Fight Matrix. Avec le plaisir d'avoir signé dans une grosse organisation. Maintenant, l'objectif pour Delphine, on l'a toujours affiché très clairement, c'est de se diriger vers l'UFC. C'est très clair. Donc, suite à la victoire. Donc, moi, je me concentre sur ce que j'ai devant moi. Ce que j'ai devant moi, c'est le combat de Delphine. Donc, le combat de Delphine, la victoire de Delphine, la victoire avec le finish, c'est possible. Ensuite, nous, on va avancer dans la direction finale qu'on a, c'est se diriger vers l'UFC. Voilà quel est l'objectif. Quand, comment, quoi, je ne peux pas dire précisément, mais c'est l'objectif.
Si on prend l'exemple des autres, que ce soit Eli Makongo, qui fait son 2e combat à Arès, qui a gagné le 1er combat par KO, suivre son chemin et monter les échelons de sa catégorie, qui est la catégorie des moins de 84 kg à l'Arès. Maintenant, il y a un classement à l'Arès, donc on peut voir qui est devant, donc monter progressivement dans sa catégorie. Si on prend l'exemple de Wissem Arkhmouch, Wissem Arkhmouch, il combat comme main event contre Jordan Zebo, gros combat de sa carrière. Un énorme combat pour les deux. Les deux, ils sont à 7-1. Bah, l'idée, c'est de gagner le combat, si possible, encore une fois, avec la manière, pour ensuite aller chercher la ceinture d'Arès. On sait qu'elle sera vacante, enfin probablement vacante, non, on ne sait pas si elle sera vacante. Si tout se passe bien et que Baki gagne la ceinture, bah, on sait qu'après ce combat, il va quitter Arès pour aller au PFL. Et donc, la ceinture sera vacante. Si elle est vacante, bah, c'est l'occasion ensuite pour Wissem d'aller chercher la ceinture. Et puis pour Baki, gagner la ceinture d'Arès et puis ensuite aller performer au PFL. Et toi, personnellement, t'attends quoi globalement de cette année 2025? Au-delà de tes athlètes, toi, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Qu'est-ce que tu aimerais sur cette année? Écoute, j'ai envie de continuer d'avoir la lucidité, l'énergie, la vision nécessaire pour les faire progresser et continuer à les faire monter, continuer à avoir du succès, tu vois. Je sais que il y a de nombreux pièges qui sont tendus de par la notoriété naissante de l'équipe ou de moi-même. Et j'essaie d'être très vigilant sur ces pièges qui peuvent détériorer la qualité du travail que j'effectue. Donc j'ai envie d'avoir un groupe solide, qui n'est pas basé uniquement sur le sportif, solide humainement et solide sportivement, qui s'entraide, qui est prêt à performer au plus haut niveau, continuer à former cette équipe, montrer qu'on a de quoi en France concurrencer les meilleures équipes européennes et mondiales sur le plan du MMA, et puis continuer à progresser sur ce chemin d'expertise. Alors, une question qui pourrait passer pour une question un peu RH, mais qui ne l'est pas, parce qu'elle m'intéresse foncièrement. Ni toi ni moi, on est si âgés que ça, donc on a encore beaucoup de choses à accomplir. Et justement, si on se reparle dans 2 ans, ouais. Après tout ce que tu as vécu sur 2023, 2024, 2025, ouais. Qu'est-ce qu'on se dira quand on se reverra, on se refait la même interview dans 2 ans? Qu'est-ce qu'on sera en train de se dire? Je peux pas te dire. Je sais pas ce qu'on dira à ce moment-là. J'espère que ce qu'on dira, c'est qu'on a passé un bon moment et qu'on a accompli de belles choses. Tu vois, tu sais ce que je dis tout le temps, c'est quand tu es combattant, tu fais un all-in à chaque combat. C'est-à-dire que tu remets toute ta carrière en jeu à chaque combat. Et tu sais que tu prends des risques, et dans ces risques, il y a une part de chance de gagner, gros, et une part de chance de perdre. Et tu acceptes ce risque. C'est-à-dire que tu dis, dans ce risque d'être combattant, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Mais ce que tu veux, c'est qu'au final de cette aventure, finalement, il y a eu plus de hauts que de bas. Et que tu sois arrivé à destination. Le chemin, il est semé d'embûches, mais tu vas être capable de surmonter ces obstacles. En fait, ce que tu veux, ce qui est intéressant, ce que tu veux, c'est pas qu'il n'y ait pas d'obstacles. Il y aura des obstacles. Ça va être dur. Il y aura des contretemps. Il y aura des trucs vraiment durs. On t'a proposé un adversaire, c'est pas celui que tu voulais. Il y a eu un forfait. Tu t'es blessé. Il y aura des trucs durs. Ce que tu veux, c'est la force de surmonter ces passages durs. Et si tu as eu la force de les surmonter, tu peux écrire une belle histoire.